BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. D'abord, évidemment, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, ça vaut le coup là, maintenant de nous regarder à la télévision parce qu'on est dans ce magnifique studio en plein cœur du Parlement européen de Bruxelles. Bonjour Jean Quatremer. Bonjour Yann-Anthony. Vous avez vu, on a fait les choses en grand là pour cette année. Hein. Oui, je me sens bien reçu. Enfin. Oui, enfin. Jean Quatremer, correspondant de Libération ici dans la capitale européenne et auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Tiens, l'Europe passera-t-elle l'année 2016, Jean? Parce que je vous sens guiré comme ça, joyeux, mais quand même, l'Europe est au bord du gouffre. Oui, je suis guiré de vous retrouver et de retrouver vos auditeurs et téléspectateurs. C'est pour ça que je souris. D'accord. Non, je suis extrêmement inquiet. D'ailleurs, pour la nouvelle année, j'ai fait un éditorial dans mon journal en posant vraiment la question de savoir si l'Europe, pour cette fois-ci, allait passer l'année 2016. Vous avez posé la question, vous aviez un élément de réponse? J'ai un élément de réponse. Je crois que là, ça va extrêmement mal. C'est infiniment plus grave que la crise de la zone euro ou que la crise grecque. Philippe Lamberts, bonjour. Vous êtes eurodéputé belge des Verts. Vous co-présidez le groupe des Verts ici au Parlement européen. Clairement, l'Europe, donc là, on le disait avec Jean, s'est prise uppercut sur uppercut tout au long de l'année 2015. Il y a eu la crise migratoire, la crise de la zone euro, la montée des populismes, la gestion du terrorisme qu'elle a dû prendre à bras-le-corps. Est-ce que pour vous, l'Europe est au bord du chaos ? Je crois en tout cas aujourd'hui que les tendances centrifuges sont en train de prendre le dessus. Qu'on regarde la question de la réponse au terrorisme, la crise de la zone euro, la crise des réfugiés, c'est le chacun pour soi qui pour l'instant domine au sein du Conseil européen et donc ça va à rebours de cette logique d'une union toujours plus étroite entre les peuples d'Europe. Bonjour Marc Tarabella. Bonjour. Eurodéputé belge également, vous êtes du côté socialiste. Jean-Claude Juncker, le président luxembourgeois PPE, conservateur de la Commission européenne, il avait dit il y a un an, quand il a entamé sa fonction, il a dit c'est la commission de la dernière chance. Alors à l'époque, on se disait ouais, c'est une formule de politique. Alors les journalistes sont ravis d'avoir une formule comme ça, mais on trouvait ça un brin exagéré. Finalement, il n'avait pas tort. Non, il n'avait pas tort, il avait raison, et il a encore plus raison aujourd'hui. Ce qu'il faut évidemment, c'est remettre l'Europe sur les rails, changer de cap, ou sinon, effectivement, il y a un risque de délitement. Quand on voit ce qui s'est passé tout au long de l'année 2015, la gestion difficile de certaines crises, le vote polonais. Les Polonais, ils encaissent 82 milliards d'argent européen pendant 7 ans. Ils disent non à l'Europe, ils veulent rester dedans, mais ils sont eurosceptiques, ils se replient sur eux-mêmes. Ils ont renvoyé dans l'opposition un pouvoir qui a géré une situation économique favorable avec 3,5% de croissance et un chômage qui diminue de moitié en 7 ans. Et malgré ça, ils leur disent au revoir, mais ils veulent rester parce qu'ils ont envie de l'argent européen. L'Europe souffrait déjà avant cette année d'une déliquescence du marché intérieur. Une concurrence déloyale à l'intérieur de l'Europe s'est fait jour, et aujourd'hui c'est ça qu'il faut résoudre. Donc l'Europe doit changer de cap, et donc il faut attendre non pas l'année prochaine, mais c'est dès maintenant qu'il faut s'y atteler. L'Europe doit changer de cap. J'imagine que vous, Bernard Monod, bonjour. Vous êtes eurodéputé français, Front National, vous buvez du petit lait en ce moment? Non. Nous, quand on voit nos concitoyens malheureux, au contraire, on est malheureux avec eux. Et ce que l'on pense, nous, c'est que 2016, est-ce que ce sera la fin de ce modèle d'Europe-là? Je ne le sais pas. En tout cas, ça en prend le chemin, avec des situations d'état d'urgence, notamment en France, en termes sécuritaires. Et puis l'état d'urgence dans tous les domaines, financier, social, surendettement, etc. On voit la crise en Grèce, mais en fait, c'est le résultat d'une crise de l'euro et de la zone euro. En réalité, c'est un symptôme, la Grèce, comme Chypre d'ailleurs. Nous, ce qui nous inquiète vraiment à partir de 2016, c'est la mise en place de l'union bancaire, qui est pour moi le nouvel état d'urgence financier. Voilà, en 2016, 500 millions d'Européens, votre émission fait peau neuve avec de nouvelles chroniques. D'abord, les coulisses de l'Europe avec notre partenaire Politico, Maya de la Baume, sera avec nous parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes là sur le plateau. Une petite présence féminine, que dis-je petite, une vraie présence féminine sera la bienvenue. La revue de presse européenne avec un nouveau partenaire, Courrier International. Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International, sera également avec nous. Et puis, l'Europe sur le terrain. Finalement, on va aborder l'Europe bruxelloise, l'Europe dans les 27 autres pays et puis l'Europe dans nos régions, dans les territoires, l'Europe sur le terrain. Place au débat, l'Europe passera-t-elle l'année 2016? Pour réagir, hashtag 500 ME.
L'Allemand Günther Oettinger, c'est le commissaire européen en charge du numérique, vient d'annoncer qu'il percevait, je cite, et c'était d'ailleurs dans votre édito Jean Quatremer, je le cite, pour la première fois, un danger sérieux de désagrégation de l'Union européenne. C'est Günther Oettinger qui le dit. Oui. Alors, il est un peu habitué des déclarations fracassantes, mais pour une fois, c'est assez juste. Pourquoi est-ce que je considère que cette crise est particulièrement grave? Parce que là, c'est véritablement une crise des valeurs européennes. On le voit bien, je veux dire que la question, c'est de savoir si on est capable ou pas d'accueillir des réfugiés, comme on a été capable d'accueillir des républicains espagnols en 1939, d'accueillir des réfugiés juifs, non, 39, enfin, oui, c'est ça, oui, 36, effectivement, de 36 à 39. Donc, on a accueilli quand même plus de 500 000, je crois, en France. Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on était capable d'accueillir des réfugiés juifs qui fuyaient l'Allemagne nazie et ainsi de suite? Il y a eu des transferts de population massifs. On est arrivé à gérer ça. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit? C'est une vieille Europe, une Europe vieillissante qui a qu'une peur, c'est d'être envahie et qui ferme ses frontières. Et c'est le chacun pour soi qui domine. Je veux dire, la France socialiste. C'est pas une France du Front National qui ferme ses frontières. C'est la France socialiste. Oui, mais parce que talonné par le Front National. C'est pour ça que les socialistes adoptent une attitude aussi sécuritaire. C'est une attitude sécuritaire quand on voit qu'il a fallu que ça soit une démocrate chrétienne allemande, Angela Merkel, qui dise écoutez, on va accueillir le maximum de gens qu'on peut, un gouvernement conservateur. Le socialiste français qui dit la France a déjà bien trop accueilli de réfugiés. Absolument. Pas question d'en prendre un de plus. Il n'y a pas la même réalité démographique non plus, c'est peut-être pour ça. Oui, mais il y a un clivage aussi entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire chaque pays se retranche sur lui-même et il y a clairement un clivage en Europe. Il y a l'Ouest qui se montre plus ou moins accueillant et l'Est qui ferme et qui fait les frontières. Oui, enfin, plus ou moins, parce que encore une fois, le cas de la France est quand même très typique. En France, en Espagne, la même chose, on n'est pas question d'ouvrir les frontières. Et qu'est-ce qu'on voit surgir partout? C'est le rétablissement des contrôles aux frontières. L'espace Schengen est mourant. On construit des murs, comme si des murs avaient empêché les mouvements de population dans l'histoire. Voilà, le problème vient d'un peu avant. Je suis entièrement d'accord avec Jean Quatremer, la crise des valeurs. Mais ça a commencé pour moi avec la Hongrie de Viktor Orban. Ça continue avec la Slovaquie de Robert Fico. Comme ça, je critique un socialiste démocrate. Voilà. Je critique aujourd'hui la Pologne. Viktor Orban, lui, fait partie c'est un nationaliste qui fait partie du PPE, les conservateurs, la première famille politique ici au Parlement européen, alors que Fico, lui, et le PPE, la famille chrétienne-démocrate, la plus nombreuse au Parlement européen, ne sait pas faire le ménage chez elle. Les socialistes et démocrates, on a aussi des problèmes. La Slovaquie. Aujourd'hui, c'est la Pologne, avec une dérive par rapport à la liberté des médias, et on ne réagit pas. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'il n'y a pas de... On va quand même aller enquêter sur place. Hein. On peut espérer qu'elle aille sur place, mais enfin on va y aller, parce qu'il y a un troisième pays qui commence à dénoter. Encore récent, hein. Et là, clairement, il y aurait dû avoir, il y a bien longtemps, un vrai signal. Ou vous êtes dedans et on épouse toutes les valeurs. Ce qui est quand même symptomatique avec la crise des migrants, c'est que 4 pays ont été en recours contre une décision de solidarité de répartition. C'est la Slovaquie, la Roumanie, la Tchéquie et la Hongrie. Alors si c'est pour être dans l'Europe, parce que l'Europe est un distributeur d'argent, et pas pour partager les problèmes que nous pouvons avoir de manière solidaire, alors effectivement, oui, on doit remettre en cause l'Europe. Ça veut dire que les Français, par exemple, qui votent assez massivement pour le Front National, ça veut dire que la France a un problème de valeur aujourd'hui. Vous avez Bernard Monod en face de vous. Le problème des valeurs, pour moi, vient du pouvoir en place. Le pouvoir en place en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne aujourd'hui, qui va à l'encontre de la liberté des médias, qui a dressé des murs, effectivement, qui donne ordre en Hongrie de tirer sur les migrants qui voudraient franchir une clôture. Des gens qui fuient la guerre. Ça, c'est pas compatible avec les valeurs européennes. Et je dis que l'Europe aujourd'hui doit faire le ménage. Tu désignes le musulman comme étant un ennemi des nations d'Europe de l'Est. Le musulman qui est centré. Or, des valeurs européennes, c'est quoi? C'est le respect de la diversité, le respect de l'autre, l'ouverture. Et tout ça, c'est balayé. Bernard Monod, vous êtes très silencieux. Non, moi, si vous voulez, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, mais je pense que vous êtes en pleine idéologie, en pleine illusion. Non, dans la réalité. Votre Europe est en train de s'effondrer. C'est pas la mienne. Hein. Oh, si, c'est la vôtre, c'est l'Europe fédéraliste. Non, mais ça, je vous arrête. Non, mais attendez, votre Europe. Donc, si vous voulez, l'immigration aujourd'hui, c'est considéré comme un traitement palliatif de l'effondrement économique de la zone euro notamment, puisque les déclarations qui ont été faites notamment par Madame Lagarde, par Madame Merkel, etc., et Monsieur Schäuble, sont tous clairs, si vous voulez. Ils utilisent l'immigration comme palliatif pour combler le risque de récession économique en zone euro. Mais si,
C'est pas de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Il s'agit d'abord d'une responsabilité humanitaire. C'est palliatif. Nous avons, c'est la cause du problème. Nous avons des conflits armés majeurs. Vous seriez syrien, vous auriez fui le pays et vous chercheriez à rentrer en Europe. Lambert, vous seriez ukrainien, vous pays, il y a 28 pays dans 200 pays dans le monde. Je vois pas pourquoi ils viendraient tous dans parce qu'on est à côté. Parce qu'on est à côté. Un modèle d'effondrement. Ils n'ont pas l'air de vouloir venir en France. Ils n'ont pas l'air de vouloir venir en France. Ils vont massivement en Allemagne. Quand on voit les déficits et les dettes, à un moment donné, peut-être les dettes sociales, c'est exactement l'inverse de ce que vous dites. Parce qu'on est en plein dérapage de déficit et de dette en France, et c'est notamment par le traitement social et l'accueil de l'ensemble des immigrés, entre autres. Est-ce que vous savez combien de demandes d'asile, notamment le renflouement également des banques, parce que tout est lié. Combien de demandes d'asile il y a eu en plus en 2015 en France? En tout cas, en France, on naturalise environ 200 000 personnes. La question est directe. Depuis combien 20 de ans, demandeurs d'asile? on régularise à tour de bras. Nous avons, écoutez, monsieur Azouz Begag, c'est ça, ministre de Sarkozy a reconnu qu'il y avait 15 millions d'étrangers en France. Oui, non, mais attendez. Oui, 15 millions d'étrangers. Reprenez les déclarations au mois d'octobre de M. Begag. Oui, absolument. En tout cas, de première, deuxième, troisième génération. Sarkozy, vous comptez Platini, Sarkozy, première, Zidane. deuxième, troisième génération. C'est lui-même qui le dit. Vous êtes français depuis combien de générations, vous? Écoutez, si je vous disais, quand on pourrait parler Bernard Monod. Juste après la pause, on continue, on poursuit la discussion et on va s'interroger sur l'avenir de Schengen. Est-ce que la zone Schengen est condamnée? Et puis on va essayer de laisser un petit peu parler. J'ai l'impression que vous êtes seul contre trois. Non, donc là, il y en a clairement trois qui considèrent que l'Europe n'est pas condamnée. Mais vous n'avez pas répondu d'ailleurs, Bernard Monod. Non, mais c'est encore une caricature, ça. Justement, mon éditorial de début de rentrée, c'était de dire que l'Europe était menacée et qu'elle allait risquer de s'effondrer. J'ai entendu le même propos chez Philippe Bernard Monod. L'Europe passera-t-elle l'année 2016? Je le pense, parce que tout va être mis en œuvre pour éviter notamment les interventions non conventionnelles de la Banque Centrale Européenne, pour stabiliser l'ensemble du système. Ah bah voilà, la tonalité la plus optimiste pour l'Europe en 2016 nous vient de Bernard Monod du Front National. À tout de suite, juste après la pause. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, avec 500 millions d'Européens pénétrés dans les coulisses de l'Europe. Merci de nous retrouver à Bruxelles au Parlement européen avec cette question. L'Europe passera-t-elle l'année 2016? Avec nous en plateau, Philippe Lamberts, eurodéputé vert belge, chef de file, d'ailleurs coprésident des eurodéputés verts du Parlement européen, Jean Quatremer du blog Coulisses de Bruxelles et de Libération, Marc Tarabella, eurodéputé socialiste belge, et Bernard Monod, eurodéputé français, Front National. Je dis français quand même, mais a priori Front National, on a compris. On va parler de Schengen, on va parler de la sortie de la Grande-Bretagne avec un point d'interrogation quand même. Mais d'abord cette question, à votre avis, messieurs, l'Europe est-elle finalement juste un bouc émissaire, ou bien l'Europe réellement a manqué de courage, a manqué de vision dans la gestion des différentes crises, que ce soit la crise de la zone euro avec la Grèce, que ce soit la crise migratoire, etc. Tout dépend de ce que vous entendez par l'Europe. Voilà. Parce que l'Europe, pour l'instant, c'est pas une fédération. C'est un agrégat de 28 États-nations, 28 dirigeants nationaux. Qui dirige l'Europe? C'est le Conseil européen, qui est composé des chefs d'État et de gouvernement, et qui prend des décisions à l'unanimité. Imaginez les États-Unis d'Amérique, on n'en prend pas souvent. Voilà. Et imaginez les États-Unis d'Amérique dirigés par les 50 gouverneurs américains, et pour décider d'une intervention, par exemple, à l'extérieur. Ça ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, ça a été le cas d'ailleurs, à l'époque où il y avait 13 États américains, et qu'il fallait décider à l'unanimité. C'est pour ça que c'était le bazar. Alors simplement, avec beaucoup d'hispaniques, ça devrait vous... Et là, c'est 28 nations différentes. Avec des hispaniques, avec des Allemands, avec des Autrichiens, avec des pays communautaristes, les États-Unis. C'est l'inverse de ce qu'on veut faire. Mais l'inverse, si vous voulez faire une Union européenne française, effectivement, ça va être difficile. Enfin, je termine. Une Europe des nations. Si vous aviez, par exemple, un parfait crétin à la tête du Texas ou de l'Idaho, prenons-vous par exemple Orban. Le type fait... Donc ça n'a aucune importance. Le Premier ministre hongrois. Ça n'a aucune importance qu'il dirige le Texas ou l'Idaho. Ça n'a pas d'importance pour les États-Unis. En revanche, au sein de l'Union européenne, ça a une importance parce qu'il peut tout bloquer.
c'est comme, je dis encore une fois, c'est Orban à le même poids que Angela Merkel, que François Hollande, les Polonais, c'est la même chose. Ça s'appelle l'égalité, monsieur Quatremer. Oui, et donc vous êtes tellement attaché à l'égalité entre le problème et le problème. Il y en a un qui bloque pour 28, c'est pas forcément l'égalité. Ça s'appelle la démocratie. Aujourd'hui, le véritable problème que l'on a, c'est que le système pouvait fonctionner lorsque vous aviez des dirigeants européens, nationaux, qui étaient de qualité. Je pense à François Mitterrand, Helmut Kohl, etc. Aujourd'hui, il faut quand même voir, on assiste à une chute continue de la qualité de nos dirigeants nationaux. Et ça, je le dis très clairement, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'on a... Mais qui a fait les règles? Est-ce que nous avons entendu François Hollande, par exemple, depuis 2012, parler d'Europe, annoncer un projet européen? Non. On ne l'a pas entendu. Clairement. La seule qui porte l'Europe et difficilement, c'est Angela Merkel qui a à peu près une idée de ce qu'elle veut faire et qui est pas l'Europe à la forcément schlag avec Mme Merkel. Et sans enthousiasme. Ce que dit Jean, en gros, la baisse de qualité. Partiellement, non, pas du tout. Pourquoi s'attaquer aux gens? Moi, j'ai pas d'argument à dominer. Je dis simplement que les règles de fonctionnement aujourd'hui à 28 ne sont plus adaptées à une Europe à 28. On décide comme quand on décidait à 15 ou à 12. Aujourd'hui, Mitterrand, c'était l'Europe des 15. Et puis après, c'est élargi. Sur la fin de son deuxième septennat. Aujourd'hui, on est à 28 et on a gardé des règles d'antan. Il faut changer les règles. La démocratie, c'est pas quand un peut bloquer les 27 Il y a le traité de Lisbonne qui est passé par là. Ça s'appelle le chaos, ça s'appelle le surplace. C'est vous qui avez fait les règles, monsieur. Les règles n'ont pas changé. Elles n'ont pas été adaptées. Vous avez bien. Alors maintenant, parlons de la zone Schengen. On voit ce qui se passe. Philippe Lamberts, par exemple, en Suède, au Danemark, où on voit tout à coup des pays, la Suède qui est pourtant très ouverte à l'immigration, mais qui considère que les vannes sont peut-être un peu trop grandes ouvertes, et qui du coup a rétabli le contrôle des passeports, des papiers à ses frontières avec le Danemark qui se dit du coup on va le faire avec l'Allemagne, etc. Et donc il y a un effet domino. Oui. Alors qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles qui l'expliquent, parce que les règles de la zone Schengen permettent le rétablissement des frontières en cas d'urgence. Donc je pense que ce qui se passe en Suède est véritablement le symptôme de l'absence de solidarité en Europe. La Suède a ouvert ses portes, l'Allemagne a ouvert ses portes. Si les autres États membres avaient pris leur part de l'accueil des candidats, des demandeurs d'asile, des réfugiés, la Suède ne fermerait pas sa frontière aujourd'hui. C'est parce qu'en réalité... Les autres disent c'est parce que la Suède et l'Allemagne a ouvert ses portes, ils ont créé un appel d'air. On revient à la question des valeurs. Donc eux non plus. Oui, mais lorsque vous avez des gens en danger de mort à vos frontières, vous ne pouvez pas leur fermer vos frontières. C'est une question de responsabilité. On ne parle pas. J'entends beaucoup parler avec des mots comme invasion. Je voudrais quand même rappeler qu'à tout casser, il y a 5 millions de réfugiés du conflit syrien en dehors des frontières de Syrie, et qu'en Europe, nous sommes, votre émission le dit, 500 millions. Donc on ne sera pas submergé par cela. Mais si évidemment un pays doit recevoir, doit accueillir tous les jours 10 000 demandeurs d'asile, et que les autres consentent tout au plus à en accueillir 24 000 sur 2 ans, on se rend bien compte, et je pense à la France, je pense bien sûr par les États frontaliers de l'Europe. C'est insensé. Ou bien on a une zone de libre circulation à laquelle nous sommes extrêmement attachés et nous gérons ensemble notre frontière extérieure, ou bien ça ne peut pas. Sachant que la Commission vient de proposer maintenant de créer des gardes-frontières européens pour partager un petit peu les responsabilités. Non, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, d'accord. Bernard Monod, pour vous, la fin de Schengen serait une bonne chose? L'Union européenne est un échec. C'est-à-dire que tous les objectifs qui ont été annoncés lors de Maastricht en 92, 93, 94, à Lisbonne, etc., ça a été un échec total, y compris dans la politique migratoire. Pourquoi fait-on venir des gens en Europe? C'est parce que c'est une prospérité qui s'est effondrée, c'est un risque de récession, c'est parce que les pouvoirs politiques ont besoin de cette main-d'œuvre à bas coût pour pouvoir compenser le risque de récession économique, notamment dans la zone euro. C'est ça le vrai fond du problème. Et moi je pose la question, pourquoi tous ces flux migratoires ne vont pas dans d'autres pays que dans les 28 de l'Union? Il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, qui sont aussi des grandes démocraties. Est-ce que vous travaillez avec eux? Il y a l'Asie, il y a l'Australie, il y a les États-Unis, qui sont dans de grands pays démocratiques. Pourquoi n'accueille-t-il tous ces soi-disant réfugiés? Vos amis de la Russie. Ou la Russie, bien entendu. Pourquoi la Russie n'ouvre pas ses frontières, c'est vrai? Écoutez, en tout cas, ils les défendent en Syrie. Mais moi, je ils ont besoin de démocratie. La Russie défend ses frontières en Syrie. Schengen, pour vous, c'est la fin de Schengen?
tel qu'on le connaît? J'espère que non, mais il faut se ressaisir maintenant. Ça veut dire quoi? Qu'il doit y avoir une solidarité européenne telle qu'elle a été proposée par la Commission européenne, M. Juncker, Mme Mogherini, que 4 pays n'ont pas voulu appliquer, donc forcément tout est bloqué. Et Schengen est déjà mort. La Suède, je comprends qu'elle ferme ses frontières aujourd'hui, la Suède. Elle a 160 000 réfugiés syriens sur son territoire. L'Allemagne et la Suède sont probablement aussi des modèles de développement économique et social les plus attrayants pour les gens, où il y a un pouvoir économique, où les gens ont l'espoir d'avoir un travail. Et c'est logique que les gens veulent aller plutôt là-bas. Et les chômeurs, on leur dit quoi? Mais l'Union européenne doit quand même répartir de manière en tenant compte du développement et des critères population et répartir solidairement sur son territoire. Il y a 21 millions de chômeurs en zone euro. Donc voilà, mais donc ce que dit Bernard Monod, vous allez faire rentrer 21 millions d'immigrés. Et il n'y a jamais eu autant de chômeurs en Allemagne, donc il y a quand même aussi des pays. Tout à fait, mais donc ça met en question. Je pense que le défi des réfugiés auxquels nous devons répondre interroge évidemment le modèle de développement que nous avons depuis la révolution néolibérale il y a 30 ans. Parce que vous dites que Monsieur Monod, que la prospérité s'est effondrée. Moi, ce que je constate, c'est qu'en régime annuel, la croissance européenne depuis 30 ans a été un petit peu en dessous de 2% l'an. Autrement dit, la prospérité n'a jamais cessé d'augmenter. Depuis l'instauration de l'euro. Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La prospérité a augmenté. Le problème, voilà, exactement. C'est un problème de répartition. On crée de la richesse en Europe pour continuer à en créer beaucoup plus que dans beaucoup d'endroits du monde. BNP Paribas Fortis donne 2 milliards à ses actionnaires et vire du personnel, c'est honteux, c'est scandaleux. Écoutez, c'est pas eux qu'il faut écouter, il faut écouter les PME, pas les grandes entreprises. Monsieur Lambert, nous avons rejeté une loi de séparation bancaire ensemble, sur laquelle nous luttons, et parce que nous avons tout à fait la même vision de ce point de vue. Alors justement, on parle des banques. Tout à l'heure, Philippe Lamberts nous parlait du Royaume-Uni et du nombre d'Européens, 500 millions d'Européens. Sera-t-on à la fin de l'année, ou en tout cas en 2017, 400, il y a quoi? Il y a 60 millions de Britanniques, on sera 440 millions d'Européens. On va devoir changer le titre. Jean Quatremer, à votre avis, le Royaume-Uni pourrait sortir? Écoutez, quand on parle de cette Union européenne qui pourrait ne pas voir le bout de l'année? Non, mais il est clair qu'aujourd'hui, faire des prévisions sur ce que vont voter les Britanniques, ça n'a strictement aucun sens. C'est pas un scrutin rationnel, ça va être un scrutin passionnel. Exactement comme ça s'est passé en 2005 en France, où on ne s'est pas prononcé évidemment sur le texte, sur les changements qui allaient avoir lieu, mais c'était sur le plombier polonais, les fantasmes d'invasion, l'élargissement à l'Est, etc. On ne votera pas sur les 4 points de Cameron. Voilà, les 4 points de Cameron n'ont rien à voir, qu'on fasse des concessions. C'est pour ça que moi je fais partie des gens qui considèrent qu'on ne doit rien négocier avec les Britanniques. Les Britanniques ont un problème vis-à-vis de l'Europe, très bien, mais qu'ils le règlent eux-mêmes. Mais c'est pas à nous de répondre aux caprices des Britanniques et de nous adapter à leurs demandes qui en plus ne régleront rien. Non. Je compare moi David Cameron, vous savez dans Astérix en Hispanie. Je me retiens de respirer. Voilà, c'est le fils de soupe à l'oignon et coton. Voilà, soupe à l'oignon et coton, Pépé, soupe à l'oignon et coton. Voilà. Si il y a un moment ou l'autre, les parents doivent dire bon, mais écoute mon garçon, arrête de respirer, et on va voir ce qui va se passer. Évidemment, il respire. Bernard Monod, vous voyez ça comment, vous, ces discussions? Je pense que c'est du marketing politique de la part de M. Cameron, parce que le Royaume-Uni n'a aucune raison de sortir de l'Union européenne, puisqu'ils ont un statut dérogatoire privilégié que nous revendiquons, nous, au niveau de la France de Marine Le Pen. Nous souhaiterions... Qui fait preuve de marketing politique assez souvent aussi. Pas du tout, je parle des réalités, de la situation à l'heure actuelle. La France de Marine Le Pen, ce serait le statut dérogatoire du Royaume-Uni aujourd'hui, c'est-à-dire avoir sa monnaie, avoir sa banque centrale, contrôler ses frontières, son budget et son système bancaire. Nous souhaitons avoir les mêmes prérogatives. Marc Tarabella. David Cameron joue avec le feu, pour le Royaume-Uni aussi. Et donc, le Royaume-Uni a un statut particulier depuis son adhésion, songez au chèque britannique dès le milieu des années 80. Assez, on ne doit pas lui redonner des gages. Je suis d'accord avec Jean Quatremer, ils ont un problème qu'ils le règlent entre eux. Et si jamais ils perdent son référendum et qu'ils veulent aller en dehors de l'Union européenne, on va récupérer les Écossais. Parce qu'ils vont faire un référendum, ils gagneront leur indépendance, et ils demanderont leur adhésion, on les acceptera les bras ouverts. Ça m'étonnera beaucoup. Mais l'affaire écossaise est très intéressante, parce que ça va peser évidemment dans la décision britannique, parce que là, les Écossais avec un nouveau, attendent ça avec gourmandise, parce que ça sera l'occasion ou jamais pour eux de prendre leur indépendance. Là, on aura un second référendum, et ça risque d'être dramatique. Également avec Bruxelles. Messieurs, on se reparlera certainement tout au long de l'année 2016, mais on prend rendez-vous pour janvier 2017. On verra peut-être on reposera la même question. L'Europe passera-t-elle l'année 2017? J'ai l'impression que ça va devenir une rengaine. Peut-être pas si Marine Le Pen est élue en 2017. Oh là 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 là. Philippe Lamberts, eurodéputé belge des Verts, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marc Tarabella, eurodéputé belge socialiste, merci d'avoir été avec nous également. Bernard Monod, eurodéputé Front National, merci beaucoup. Jean Quatremer, vous êtes toujours pas eurodéputé, vous?
Absolument pas. Bon, Non, d'accord. J'aime trop ma liberté. Parce qu'ils ne sont pas libres, ces messieurs. Comme si nous, on Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que juste après le journal, on va parcourir les coulisses, pas de Bruxelles, mais les coulisses de l'Europe avec Politico et Maya de la Baume, la revue de presse européenne de Courrier International avec Eric Scholl, et puis l'Europe sur le terrain. À quoi sert l'argent de l'Europe dans nos régions? À tout de suite. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.